La petite interview avec Bernard Werber à la maison. Salut Bernard. Salut. Alors, comment ça a commencé ta vie de joueur, de rôliste, de joueur de loup-garou même? Moi, ma base, c'est vraiment les échecs. Mon père m'a transmis les échecs comme une sorte d'héritage familial. Et c'était le moment aussi où je pouvais me confronter à lui. Donc j'ai pu régler mon Oedipe à travers les échecs. Et après, j'ai tout le temps recherché des jeux de stratégie. Donc évidemment, je suis passé par les jeux classiques comme le Monopoly ou le Cluedo ou tous les jeux de société assez répandu, quoi. Mais ce qui me plaisait, c'était me retrouver dans cette situation qui ressemble assez à une forme de guerre, mais de guerre où on a autant de chances de gagner que de perdre. Et après les échecs, je suis passé à Civilisation. Et Donc, civilisation, le jeu de plateau. Civilisation, le jeu de plateau, puis Civilisation, le jeu informatique. En même temps, je découvrais par l'informatique les premiers jeux où on pouvait jouer en réseau, mais c'était vraiment au tout début. Moi, je fabriquais mes premiers. En fait, en informatique, je fabriquais mes premiers jeux. Ça devait être en 1982. À l'époque, il y avait un Oric Atmos. J'avais acheté ça, ça coûtait très cher, j'ai tout mis toutes mes économies. Et il y avait des programmes qu'il fallait recopier en basique. Et on obtenait des petits jeux avec lesquels on pouvait jouer et on se branchait sur le téléviseur et sur la chaîne IFI et le programme était enregistré sur une bande magnétique et il fallait recharger le programme. Et j'avais fait donc des jeux de bombardier, des jeux de labyrinthe et mon traitement de texte aussi. J'avais fabriqué moi-même mon premier traitement de texte. Donc, Et très tôt déjà les jeux vidéo. très tôt les jeux vidéo. Au fur et à mesure, après, j'avais joué tout ce qui était euh, j'en peux plus long. Comment il s'appelait ce jeu où on se retrouvait dans un labyrinthe Maze. nazi où il fallait arriver à tuer Hitler? Ah oui, Wolfenstein. Wolfenstein 3D. Je me rappellerai toujours la première fois où j'ai découvert Wolfenstein 3D, c'est-à-dire ce que je voyais était différent que de ce que voyait l'autre joueur, c'était une joueuse d'ailleurs, c'était une animatrice de Canal+, qui m'a fait découvrir ça. Et, euh, et c'était un émerveillement. C'est-à-dire, j'ai compris en voyant ce jeu qu'on allait basculer dans un monde où la virtualité allait prendre plus d'importance que le réel. Et donc ça devait être en 1985, 1986. Et c'est à cette époque aussi que tu as fait connaissance avec Donjons et Dragons? Alors les jeux de rôle, j'ai découvert ça dès que je suis arrivé à Paris. Il y a un ami qui m'a initié à ça, donc ça devait être pareil, ça devait être en 1983, 84. Je me suis retrouvé une soirée à jouer à ça, avec les petits dés, avec les cartes. Et tu te souviens de ton premier personnage? J'étais un magicien et je me rappelle, je savais pas escalader les murs. C'est des souvenirs un peu diffus. Mais ce que je me rappelle, c'était que c'était très long et qu'on avait passé toute la nuit. Et que donc c'est une des premières nuits où j'avais pas dormi pour pouvoir incarner mon personnage. Après, j'avais joué dans des Donjons et Dragons sur informatique. Et puis il y avait des dérivés avec des cartes. Mais j'ai jamais fait des jeux de rôle de manière régulière. Je ne suis pas comme Maxime qui se retrouve toutes les semaines avec la même équipe à développer un monde. Euh, Après, le jeu de rôle sur lequel j'ai dévié, c'est évidemment pas Donjon et Dragon. Tu peux faire des coupes ou c'est Non, vas-y, continue, il n'y a aucun non, problème. mais le jeu de rôle sur lequel j'ai dévié, qui d'ailleurs m'a été conseillé par Maxime Chatham, c'était les Loups-garous de Tire-ce-lieu. Donc j'ai commencé à y jouer très tôt, je crois en 2001. Et le jeu venait juste de sortir et j'ai fini par rencontrer d'ailleurs le créateur du jeu, Hervé Marly, qui est venu à la maison, qui nous a fait tester les nouvelles formules. Et là j'ai joué tous les 15 jours. Chaque fois il fallait réunir 18 personnes et on passait les dimanches entiers à bruncher et à jouer au loup-garou de Tire-ce-lieu et je le pratique encore maintenant régulièrement. Donc, tu es un grand organisateur de loup-garou de Tire-ce-lieu Je suis régulièrement. un grand organisateur de loup-garou de Tire-ce-lieu dans lequel j'initie aussi plein de gens qui ne connaissent pas ce jeu. Ce qui me plaît dans loup-garou de Tire-ce-lieu, c'est
Alors, attends, je vais vous raconter même un truc. En fait, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec Maxime Chatham. Je lui ai dit pourquoi les êtres humains se réunissent ensemble et restent un bon moment. Je dis soit c'est pour manger, soit c'est pour danser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Et il me dit oui, il y a les jeux de rôle. Et j'ai dit le problème des jeux de rôle, c'est que ça dure très longtemps et il n'y a que les garçons qui veulent jouer, on n'arrive pas à faire venir les filles. Et il me dit oui, sauf un jeu, le loup-garou de Tire-ce-lieu. Et c'est là que j'ai compris qu'en effet, on intègre les règles en 3 minutes. La partie ne dure pas 7 heures, ça dure 1 heure et demie à peu près. Et les filles veulent bien jouer parce que précisément, il y a de la psychologie, il y a de la manipulation, il y a de la dissimulation, il y a de la séduction. Et tous ces éléments font que ce n'est pas juste un jeu d'aventure action, c'est un jeu de psychologie et de qui c'est qui ment, donc un jeu d'écoute. Et j'ai trouvé ça formidable et ouvert à tous. D'ailleurs, actuellement, je pense que parmi nos joueurs, il y a autant de filles que de garçons qui jouent. Et en général, tout le monde est dedans et on oublie le temps, on vit à travers la partie. Alors justement, depuis le temps que tu joues à loup-garou, est-ce que tu as inventé des règles ou des cadres? Alors, nous, on a un cadre extrêmement strict. D'abord, quand on joue au loup-garou, on doit éteindre les téléphones portables. C'est exactement comme une pièce de théâtre. Pour moi, c'est une pièce de théâtre, donc on s'implique à fond. Et je dis aux gens, si vous n'êtes pas prêts à vous impliquer, ne rentrez pas dans le jeu. Donc on éteint les téléphones portables, il n'y a pas non plus de verre d'eau ou de gens qui fument ou de gens qui tripotent des petits chips pendant la partie. Autre règle très rigoureuse, on évacue les morts. Comme dans la vraie vie, quand les gens sont morts, on ne les laisse pas au milieu de la table, on ne les garde pas à côté. Donc dès que les gens meurent, ils n'ont pas le droit de dire « Ah mais j'ai compris maintenant que je suis mort, que c'est machin qui m'a tué ». Ils n'ont que le droit de dire « Argue », de se lever, de plier leur chaise et de quitter la table. Autre élément qu'on a rajouté, c'est le bâton de parole. Parce que j'ai compris que rapidement, c'était ceux qui parlaient le plus fort qui s'entretuent au début, donc toutes les grandes gueules s'entretuent, et après il ne reste que ceux qui sont silencieux, qui ne savent plus très bien quoi faire. Donc pour que ça soit équilibré, on a un bâton de parole, on ne peut parler que quand on a le bâton de parole. Ensuite, on met la musique de Dracula. On n'a pas le droit de se lever pour aller faire pipi, pareil. Donc on fait pipi, tout le monde fait pipi avant la partie et après jusqu'au bout. On ne peut se lever de table que lorsqu'on meurt. En fait, j'ai appliqué les règles du théâtre. Il y a un cadre, il y a une unité de lieu, une unité d'espace, une unité de temps. Tant qu'on est vivant dans le jeu, on doit être à fond concentré dans le jeu. Et j'explique tout ça avant, pour que les gens ne disent pas « Ah, mais quand même, là j'ai trop envie d'aller fumer une clope. Ah, mais je me demande s'il n'y a pas un coup de téléphone qui va... J'attends un coup de téléphone professionnel. » Je dis « Si vous attendez un coup de téléphone professionnel, n'entrez pas dans le jeu. » Et au loup-garou de Tire-ce-lieu, donc on met la musique de Dracula, qui crée une sorte de réflexe de Pavlov. Quand les loups apparaissent, c'est toujours le même morceau qui s'appelle Les Chasseurs, l'apparition des chasseurs, je crois. Et quand on a le réveil le matin, c'est Lucie Party, c'est un morceau qui s'appelle Lucie Party. Donc c'est toujours ces deux morceaux. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et toi, en tant que maître de jeu, du coup, tu as initié pas mal de gens à loup-garou, même aux jeux d'ambiance comme ça. Je pense qu'il y a plus de 2000 personnes qui sont venues jouer. 2000? Oui. Chez moi, depuis que j'y joue, vu que les parties, on les fait toujours un minimum 18 personnes, et que je fais ça donc depuis 17 ans, pratiquement tous les 15 jours, et qu'on a fait des fois des très grandes parties avec 2 plateaux, c'est-à-dire on fait un plateau avec un maître de jeu, et un autre étage, un autre plateau avec un autre maître de jeu, et ce qui correspond aux journées virtuelles, on fait un passage, ils ont le droit, enfin 2 personnes d'un village ont le droit d'aller à l'autre village, et de faire un échange avec 2 autres aussi. Donc on a fait même une fois un triple plateau, donc 3 maîtres de jeu, 3 fois 18 joueurs qui peuvent circuler dans les villages. Je rêve de faire encore plus, peut-être 4 plateaux ou 5 plateaux. Donc on démarre les nuits en même temps, on les finit en même temps, et entre maîtres de jeu, on se tient au courant dans les villages. Et quand il y a un village où il n'y a plus d'habitants, ou alors qu'ils ont tué tous les loups-garous ou quoi que ce soit, on regroupe les villages jusqu'au moment où au final il ne reste plus qu'un seul village dans lequel la partie va se dérouler. Et toi, tu es plus maître du jeu? Alors, en général, j'ai fait la première partie pour notamment mettre à l'aise les nouveaux, parce que quand il y a des nouveaux, vu qu'ils sont invités chez moi, ils acceptent facilement les règles. Et après, je passe la maîtrise à quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas un très bon joueur, pour une raison simple, c'est que les gens, voyant que je suis maître de jeu, pensent que je suis très bon joueur, donc ils me descendent souvent très très vite.
D'ailleurs, Hervé a le même problème, vu que quand je le présente, je dis c'est le créateur du jeu, les gens commencent par le flinguer parce qu'ils disent c'est le créateur du jeu, il doit tout connaître, donc mieux vaut s'en débarrasser. Et aujourd'hui, alors, outre les loups-garous de Tierce-Lieu, il y a d'autres jeux auxquels tu joues avec tes enfants, tes amis, ta famille? Alors, non, malheureusement, c'est peut-être une grande erreur. Je ne suis pas très innovant dans les jeux. Les échecs, civilisation et le loup-garou suffisent à remplir mon espace de jeu. Puis sinon, si les petits jeux sur mon téléphone portable, je joue à Boom Boom Beach et à Pyramide de manière addictive, c'est-à-dire tous les moments où je me retrouve à attendre dans une queue ou attendre dans un, pas un embouteillage, mais attendre chez le médecin. Voilà, je sors mon petit jeu de smartphone. Mais j'ai fait aussi des escape games, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait aussi des jeux où il faut trouver l'assassin, je sais pas comment ça s'appelle, là, Des murders? des murders, mais pareil, j'en ai pas fait beaucoup. C'est plus pour savoir comment ça fonctionne une fois, mais il n'y a pas l'effet addictif du loup-garou tire-ce-lieu. Ce que j'aime dans le loup-garou tire-ce-lieu, c'est qu'il y a en même temps une petite histoire d'amour, puisqu'il y a des amoureux, il y a en même temps il y a une sorcière avec une voyante, et il y a le personnage à petite fille qui a le droit de tricher. Je peux vous raconter une anecdote amusante. Une fois, Jean-Luc Azoulay, je lui avais fait découvrir, donc le producteur de AB Productions et de plusieurs séries, je lui avais fait découvrir ce jeu-là. Il avait adoré. Il avait invité plusieurs dirigeants de chaînes de télévision. Et il avait même une superbe table ovale. Et il a dit maintenant, Bernard va vous faire, va être maître de jeu d'une partie de loup-garou. Et je sentais que les dirigeants des chaînes n'étaient pas emballés. Mais ils l'ont fait pour faire plaisir, parce qu'ils étaient invités chez Jean-Luc, et Jean-Luc avait montré qu'il tenait vraiment à faire ça. Et ils acceptaient de se tuer dans la nuit, donc les loups-garous tuent les villageois, mais le jour, ils ne voulaient pas se tuer. Et je me suis dit, mais c'est un jeu, donc ils n'arrivent pas à se débrancher de leurs problématiques, de leur rivalité professionnelle, pour se dire c'est un jeu. Ils avaient peur que ça ait des conséquences dans leur rapport entre eux. Et c'est la seule fois où donc les gens se tuaient dans la nuit, ne se tuaient pas le jour, et donc évidemment les loups-garous ont gagné. Et je me suis dit, c'est étonnant comme ils sont premier degré pour des dirigeants de chaîne censés proposer des fictions, des émissions de jeu. En fait, ils ne sont pas capables d'oublier un instant leur masque professionnel. Et voilà, c'est une des parties historiques. Et à la fin, Jean-Luc aussi était surpris. Il m'a dit non, c'est bien passé. Je fais c'est bien passé, si ce n'est qu'il refuse de se tuer le jour, quoi. Ce qui est un petit problème par rapport aux règles du jeu. Très bien. Merci Bernard. Merci à toi. Et à bientôt.